Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons évoquer cette bibliothèque de conservation de Besançon. On va faire une belle émission là-dessus parce que ça en vaut la peine avec son conservateur, Pierre-Emmanuel Guilleret. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour. Et puis sa bibliothécaire en la personne de Bérénice Hartwig. Bonjour Bérénice. Bonjour. Donc on va s'intéresser à cette bibliothèque quand même qui, je dirais, Pierre-Emmanuel Guilleret, qui est un des fonds les plus anciens des bibliothèques de conservation de notre République française. Oui. Oui, on peut dire ça. L'origine remonte à 1694, à la mort de Jean-Baptiste Boiseau, qui était abbé de l'abbaye de Saint-Vincent à Rumegevant, donc c'était la rue Saint-Vincent à l'époque. C'était une grande abbaye, donc ça veut dire que c'était un abbé plutôt riche, et c'était également quelqu'un de savant, parce qu'il venait d'une des grandes familles de Besançon. Donc c'était un collectionneur, et notamment il s'est donné pour mission de rassembler tout ce qu'il a pu de la collection de la famille Granvelle, donc au siècle précédent, au Qui étaient aussi des grands mécènes et des grands collectionneurs. Qui ont vraiment un rôle incontournable pour l'histoire de Besançon. Et donc c'est ça que l'abbé Boiseau a voulu préserver, transmettre cet héritage, ce patrimoine. Et donc à sa mort, dans son testament, il dit je veux fonder une bibliothèque publique. Donc il lègue toute sa collection personnelle plus celle des Granvelle qu'il a pu rassembler. Et il lègue une certaine somme d'argent pour payer un bibliothécaire, pour acheter des livres, voilà. Et tout ça prend place dans le monastère de Saint-Vincent jusqu'à la Révolution. Et donc on estime que ça doit être à peu près la 7e bibliothèque publique en France. Ah oui. Et le fait qu'elle soit aussi ancienne, ça vous explique aussi pourquoi les fonds sont aussi riches à Besançon. Oui. Et c'est une histoire franc-comtoise, mais c'est aussi en effet une histoire française, puisque ça faisait 20 ans que la ville était une ville française, en 1694. Voilà, la prise de Besançon, c'est 1674. Alors, cette bibliothèque, Bérénice, va s'agrandir, va se transformer, va s'enrichir au cours des siècles, on peut dire ça? Alors, oui. La ville de Besançon a un petit droit de regard et puis un petit budget pour agrandir cette bibliothèque, mais il y avait déjà 8000 livres à l'origine. Et pendant 100 ans, jusqu'à la Révolution française, il n'y a pas un agrandissement énorme, c'est surtout un peu de consultation de quelques érudits qui viennent 2 jours par semaine, au moment où la bibliothèque est ouverte. Et finalement, il y a un grand tremblement avec la Révolution française. Les bibliothèques des abbayes sont confisquées. Bien sûr. Il y a 20 000 ouvrages dans l'abbaye de Saint-Vincent et 8 000 dans cette petite bibliothèque. Et tout est centralisé. Toutes ces 2 bibliothèques sont confondues et tout est mélangé. Confisqué. Ah oui, mélangé. Ouais. C'est une confiscation totale alors. Révolutionnaire. Oui, révolutionnaire. Oui. Et puis finalement en 1803, l'État décide de confier cette collection à la ville de Besançon. Et le maire de Besançon pense qu'il est nécessaire d'ouvrir un lieu qui soit une bibliothèque. Et la Révolution a tout remis en cause et alors mélanger les collections dans les villes, mais aussi ruiner certaines familles. Et donc au XIXe siècle, il va y avoir de nombreux ouvrages qui vont être vendus. Ah oui. Et on a, nous, 2 très bons conservateurs qui sont Charles Weiss et Auguste Castan. Charles Weiss, bien sûr, oui. Qui vont avoir les moyens, les réseaux et les budgets pour acheter de très belles collections et enrichir nos bibliothèques. Oui. On lui doit beaucoup, Pierre-Emmanuel Guilleret, à Charles Weiss, qui va être bibliothécaire, je crois, de l'Arsenal à Paris, il me semble. Alors, presque. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un ami de jeunesse de Charles Nodier. De Charles Nodier, oui. Donc, ils ont grandi ensemble à Besançon. Ils sont nés à peu près la même année, je crois, en 1780. Oui. Et puis alors, ils ont un autre point commun, c'est que ils se sont cherchés pendant très longtemps. Charles Nodier, il devient bibliothécaire à l'Arsenal à plus de 40 ans. Et Charles Weiss, il devient bibliothécaire à Besançon à 25 ans ou 30 ans, enfin bon, assez tard. Disons qu'il s'est posé beaucoup de questions pendant sa jeunesse sur ce qu'il allait devenir. Et puis tous les deux vont devenir des figures absolument incontournables. Bon, Charles Nodier à Paris avec son salon littéraire où il accueillait tous les écrivains de l'époque. Et puis, d'une certaine manière, Charles Weiss à Besançon, il a joué un peu le même rôle pour la vie culturelle de Besançon. Voilà. Donc et il a tenu son journal, ce qui est un beau cadeau. Donc, on lui doit beaucoup à Charles Weiss, oui. Ouais. Oui. Il avait un journal. Il avait un journal qui a été en partie édité et qui est une source importante pour l'histoire
de la première moitié du XIXe siècle. Oui. Alors cette bibliothèque va s'enrichir ensuite, Bérénice Hartwig, après la disparition de Charles Weiss, comment va-t-elle se manifester? C'est Auguste Castan qui devient bibliothécaire auprès de Charles Weiss et qui va prendre la suite. Lui, il a fait l'école des Chartes, donc c'est quelqu'un qui est formé pour être un bibliothécaire, conservateur de bibliothèque. Il est aussi archéologue et c'est aussi une période au XIXe siècle où il y a de nombreuses fouilles. Et donc on connaît de mieux en mieux l'histoire de la ville et ça permet d'enrichir aussi les collections municipales, que ce soit la bibliothèque ou le musée qui est créé en 1843. Et puis donc il y a aussi tous ces livres qui peuvent être achetés chez des libraires parisiens et qui vont enrichir les collections, comme les livres de botanique. Il y a de très beaux livres de botanique qui rentrent dans nos collections à cette époque, des livres de Redouté, des livres de Maria Sibylla Merian, Les Métamorphoses du Suriname. Il y a un livre assez incroyable là, dont on peut parler, c'est le livre de prière de Maximilien Ier. Ah oui, oui. Donc Maximilien Ier, archiduc d'Autriche, le grand-père de Charles Quint. Oui. Oui, oui. C'est un empereur très important pour les Habsbourg. Et parce empereur, que oui, c'est lui un peu qui stabilise la dynastie à une époque où c'était pas encore les Habsbourg triomphants qu'on connaît. Et donc il avait fait réaliser un livre de prière imprimé. Et un des exemplaires avait été décoré par tous les peintres les plus célèbres de l'époque en Allemagne, donc Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Altdorfer, Jörg Breu, et j'en oublie. Et après, ce livre, à la mort de l'empereur, a connu une destinée très mystérieuse, puisque à un moment au XVIe siècle, vers 1550 à peu près, il a été coupé en deux pour être vendu en deux moitiés. Donc il y a une moitié avec Dürer et Cranach qui aujourd'hui est à Munich, et puis une autre moitié avec tous les autres artistes qui est à Besançon depuis depuis la fin du XVIIIe siècle, mais on ne sait absolument pas pourquoi cette moitié est à Besançon. Voilà. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à la Révolution, ce livre a connu un peu des vicissitudes. Et finalement, la bibliothèque a réussi à le racheter au début du 19e siècle. Et c'est comme ça que c'est rentré dans nos collections. Oui. Et c'est un livre vraiment... exceptionnel, on peut le dire. Voilà, de renommée mondiale. En tout cas, pour les Allemands, c'est un monument pour eux, parce qu'il y a tous ces artistes de la Renaissance qui ont fait des dessins dans les marges. Oui. C'est consultable en ligne sur le site Mémoire Vive. Voilà, vous pouvez feuilleter... ce trésor, vous ne pourrez pas le consulter directement dans la salle de lecture parce qu'il est trop précieux, mais par contre, vous pouvez le consulter en ligne. Bérénice Hartwig, on peut aussi citer ces centaines d'incunables, ces enluminures qui font aussi l'admiration aussi quand il y a des expositions temporaires, on voit bien dans ces vitrines, c'est des purs chefs-d'œuvre que vous avez aussi. Alors c'est en effet le noyau des collections de notre bibliothèque, avec des manuscrits provenant de la cathédrale de Besançon, des commandes de l'archevêque Charles de Neuchâtel. Ce sont des très beaux manuscrits du XVe siècle qui font vraiment partie de nos trésors. Et bien sûr, c'est des trésors. Oui. Et en effet, Auguste Castan a pu constituer une très belle collection et étudier cette collection d'incunables, qui sont donc les premiers livres imprimés, l'imprimerie Ségutenberg en 1450. Et jusqu'en 1500, les premiers ouvrages qui sont imprimés sont des ouvrages très précieux, parfois un peu uniques. Un peu uniques, qui sont imprimés sur le modèle des manuscrits. On n'est pas encore au livre tel qu'on le connaît aujourd'hui, et donc on a une très belle collection d'incunables. Oui. Et on présentera quelques manuscrits et très beaux documents cet été dans la bibliothèque. Voilà, il y aura une petite exposition sans prétention de nos comme vous avez l'habitude de faire, j'allais dire. On fait régulièrement des expositions. Vous avez des très belles expositions. Alors, il y a eu aussi un donateur qui vous a fait un legs extraordinaire, c'est Pierre-Adrien Paris, Pierre-Emmanuel Guilleret, non? Oui. Là, on est au XVIIIe siècle. Oui, même début 19e, puisqu'il meurt en 1819. Donc, il est né à Besançon, il est mort à Besançon, mais en tout, je crois qu'il y a vécu que 5 ans, parce que tout le reste de sa vie, il était ailleurs, et notamment à Paris et en Italie. Donc, il a fait une très belle carrière d'architecte, décorateur, à Versailles, avant la Révolution, et puis pour une clientèle privée aussi. Mais il travaille surtout avant la Révolution.
Et ensuite, par fidélité à Louis XVI, il stoppe sa carrière, il vide ses rentes, il met au propre un peu ses dessins, sa collection. Il reprend un petit peu du service à Rome, au service de Napoléon. Il organise le transfert de la collection Borghese au Louvre, qui a été achetée et non pas volée. Et non pas volée. Voilà. Et donc il vient finir sa vie à Besançon en 1819 et le bibliothécaire de l'époque, donc Charles Vess, réussit à le convaincre de donner sa magnifique collection de dessins à sa ville natale plutôt qu'à Paris, en lui disant: à Paris, ils ont déjà énormément de ressources pour l'enseignement artistique. Par contre, à Besançon, on n'a rien. On travaille sur des gravures. Il y a une école de dessin déjà qui existe depuis le XVIIIe siècle. Oui. Et donc, il réussit à convaincre Pierre-Adrien Paris de donner à la bibliothèque, un peu par patriotisme, vous voyez. Voilà. Et alors, son argument aussi, c'est qu'en 1818, le bâtiment de la bibliothèque d'études et de conservation, qui est au 1 rue de la Bibliothèque, a ouvert ses portes. Donc la ville a construit entre 1808 et 1818 un bâtiment tout neuf. Que vous occupez encore aujourd'hui. Qu'on occupe encore aujourd'hui, et donc qui servait à abriter toutes les confiscations révolutionnaires dont tu parlais, Bérénice. On parlait, Bérénice, oui. Voilà, donc il y a cet équipement flambant neuf, et donc certainement ça a dû jouer dans la décision de donner à Besançon. Et d'ailleurs la ville a dû construire une extension, et ce qui fait que le chantier de la bibliothèque a duré encore jusqu'en 1839. Et donc, une des raisons principales, c'est cette donation Pierre-Adrien Paris, qui représente plus de 4000 dessins, donc surtout des dessins d'architecture, aussi quelques dessins de Fragonard, Hubert Robert, des gens un peu contemporains de Pierre-Adrien Paris, qu'il avait rencontré pour certains en Italie. 200 ou 300 livres d'architecture. 200 ou 300 livres. Des beaux livres. Des livres de théâtre, puisqu'il illustrait, enfin, il montait les décors des pièces qui étaient jouées à Fontainebleau ou à Versailles. Ou à Versailles, oui. Il avait les livres qui lui permettaient de lire les didascalies et de transcrire en décor. Donc c'est une très belle. Alors c'est une très belle collection, et surtout parce que c'est un des rares exemples de collection qui est restée complète du XVIIIe siècle. Parce que les autres, elles ont été vendues, dispersées, voilà. Et là, le fait d'avoir cette donation directe, on peut dire, ça a permis de la garder quasiment en entier. Alors, de temps en temps, on achète des dessins de Paris, mais assez rarement, parce qu'on les a... Vous en avez déjà une collection presque totale. Voilà, ouais. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret. Avec aujourd'hui la bibliothèque de conservation que nous découvrons de fond en comble, j'allais dire grâce à son conservateur Pierre-Emmanuel Guiret et puis sa bibliothécaire Bérénice Hartwig. Alors, une question qui me vient à l'esprit, on sait qu'un autre donateur qui s'appelle Jean Gigou, est-ce que Jean Gigou aussi a participé à des donations d'ouvrages, Bérénice Hartwig? Alors, de dessins. De dessins, oui. Mais finalement, au moment du décès de Jean Gigou, si je ne me trompe pas, le musée est déjà ouvert. Et lui va œuvrer de toute façon pour l'ouverture du musée. Il est vraiment dans cette idée. Oui, c'est ça, c'est le musée, lui. Autant pour Pierre-Adrien Paris, de toute façon, il n'existait que la bibliothèque, et donc il y avait l'idée qu'on pouvait venir copier les dessins, et ça a marché au XIXe siècle, les gens viennent copier les dessins à la bibliothèque. Et il y a aussi des dessins de Gigou, de collections Gigou, qui sont rentrés à la ville et qui sont répartis, mais en majorité au musée. C'est au musée, surtout. Oui, c'est pour le musée que c'est une donation très, très importante. Très importante, on sait que la collection... C'est un des fonds aussi du musée de Besançon, du musée des Beaux-Arts, Jean Gigou. D'autres donateurs, Bérénice? Le ministère de l'Intérieur, puisque épaté par le travail des conservateurs et de Charles Weiss, et en particulier ce catalogue imprimé de nos collections, le ministère de l'Intérieur qui a acheté par souscription le livre d'Audubon, de Jean-Jacques Audubon, Les oiseaux d'Amérique. C'est un livre immense qui fait 1 mètre de haut, qu'on présente de temps en temps au cours d'animation comme les 1 heure un livre. Il faut venir voir ce trésor quand on le présente à la bibliothèque. Alors il y a 434 planches, on en présente 20, 30, on ne peut pas en présenter beaucoup plus. Elles sont aussi très grandes et très lourdes à manipuler. Et donc l'État a considéré que la ville de Besançon avait les moyens de conserver cet ouvrage qui est vraiment un des trésors. Un des trésors
de cette bibliothèque de conservation. Un autre ouvrage qui vous a étonné, je crois, Pierre-Emmanuel Guilleret. Oui. Alors, j'ai oublié de quoi en parler, mais par contre, j'ai un autre exemple de donation importante, c'est la donation Proudhon. Ah, la donation Proudhon, oui. En 1966, là encore, la ville de Besançon réussit à convaincre les petites filles de Pierre-Joseph Proudhon que ce serait mieux de donner à Besançon plutôt qu'à Paris, à la Bibliothèque nationale. Encore une richesse de la Voilà, c'est ville. encore un peu la même histoire que pour Pierre-Adrien Paris. Oui. Et donc, c'est peut-être notre troisième fonds le plus connu internationalement, les manuscrits de Pierre-Joseph Proudhon. Donc, ça représente à peu près 200 manuscrits et 40 000 pages, il me semble. Oui. Et on est encore en train de les étudier parce qu'en fait, tous ces manuscrits représentent des textes qui n'ont pas pu être publiés par Proudhon. Donc, finalement, c'est quasiment que des inédits. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire jusqu'à aujourd'hui sur ces textes qui sont vraiment très précieux. Alors il y avait un ouvrage en birman que vous nous citiez en préparant cette émission. Alors je te laisse la parole. Bérénice, oui. Donc j'écorche pas son nom. Monseigneur Bigandé, qui est né dans le Haut-Doubs et qui donc est devenu prêtre et puis qui a été nommé évêque en Birmanie. Il était missionnaire et il est parti vivre en Asie très longtemps. Et à son retour, il est revenu avec des malles pleines de trésors, de manuscrits sur des palmes, sur des feuilles de palmier. Des feuilles de palmier. Ah oui. Oui, un peu comme un store vénitien. Donc c'est un très bel objet écrit en birman. Ce sont des manuscrits religieux, des textes de prière. Oui. Et puis un très joli ouvrage sur du papier de riz, des oiseaux. C'est un livre probablement qui vient de Chine, dont on sait qu'il y en a quelques exemplaires à Paris, voilà, qui sont des ouvrages du 19e siècle, enfin, 18e ou 19e siècle, qu'on redécouvre aujourd'hui. Et nous, on a la chance d'en avoir un joli petit exemplaire à Besançon. Voilà, et donc plein de petits trésors d'objets. Est-ce qu'il y a des objets, dans une bibliothèque de conservation? Est-ce qu'on peut employer ce terme objet? Oui. En fait, on a un terme un peu vague, collection spécialisée, pour tout ce qui ne ressemble pas à des livres et qu'on a un petit peu du mal à gérer. Parce que justement, il y en a beaucoup. Oui, il y en a un certain nombre. Par exemple, on a 20 000 maintenant, monnaies. Des monnaies anciennes. Oui, des monnaies grecques, des monnaies romaines, et puis après aussi les périodes suivantes. Plus récentes, oui. La monnaie de bronze, d'or, d'argent. Oui, tout à fait. On a même un coffre-fort pour les monnaies les plus précieuses. Donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué que les livres. On a une jonque chinoise. Une jonque chinoise. Donc qui vient peut-être de Monseigneur Bigandé. Il faudrait que je vérifie. On a des bustes, des sculptures qui datent de l'époque, si vous voulez, où la notion de bibliothèque et de musée était assez synonyme. Oui. Donc, grosso modo, avant 1800, musée, c'est synonyme de bibliothèque et inversement. C'est-à-dire qu'en fait, une bibliothèque avait des collections d'art comme un musée. Oui. Aujourd'hui, on fait la différence, mais à l'époque, c'était pas le cas. Non. Et à Besançon, jusqu'en 1843, jusqu'à ce que le musée s'installe dans la Hallogrin, la place de la Révolution. Oui. Il y avait encore des collections artistiques qui étaient bien représentées dans le bâtiment rue de la Bibliothèque. Il y avait des statues dans les deux grandes salles, des bustes. Il y avait des tableaux dans la salle de lecture. Voilà, il y avait vraiment cet aspect qui était beaucoup plus visible qu'aujourd'hui. Il y avait les monnaies dans la vitrine de la salle d'exposition. Voilà, et ça, c'est vrai que cet aspect-là, on le voit moins aujourd'hui. Parce qu'aussi, il y a eu une répartition entre la bibliothèque et le musée. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les collections spécialisées. On en a encore un certain nombre qui ne sont pas allés au musée, qui sont restés à la bibliothèque. Les artistes les moins connus, en général. Par contre, les choses les plus belles, elles sont au musée. Oui, voilà. C'est ça, au musée. Voilà ce qu'on peut dire sur ces collections anciennes, Bérénice. Oui, il y a d'autres choses. Moi, je pensais aux cheveux. Oui. On a des mèches de cheveux, parce que alors là, ça fait mèches de cheveux. Mais on en a 2. C'était les souvenirs, souvenirs amoureux, puisque c'est Victor Hugo qui envoie sa mèche de cheveux à Juliette. Oui. Et c'est arrivé
par don à la bibliothèque. Et l'autre mèche de cheveux, c'est plutôt souvenir militaire, puisque ce sont une mèche de Napoléon. Alors, est-ce que c'est comme les dents de Sainte-Véronique, et est-ce que si on refait la perruque de Napoléon, on retrouve plus de cheveux que... Je ne sais pas, mais enfin voilà, ce sont des dons qui avaient été faits comme ça à la bibliothèque. Ouais. Oui. Et tout cela... Pierre-Emmanuel Guéret, tout cela, toutes vos collections, en dehors des objets évidemment, tout cela est numérisé, bien sûr. Oui. Alors oui et non. Oui et non. Oui. Ça commence. Alors oui, on a commencé en 2006, donc ça fait 20 ans. Là, on a fait toutes les grandes masses qu'on voulait numériser. C'est-à-dire, il y a à peu près un tiers d'archives, puisqu'on a aussi les archives municipales qui sont avec la bibliothèque. C'est le même service, bibliothèque et archives municipales. Donc, un tiers d'archives, parce que c'est des documents uniques et que c'est une bonne manière de pouvoir les faire consulter, par exemple, aux généalogistes. Donc, un tiers de journaux, de presse, par exemple le Petit Comtois, qui est le premier journal quotidien de Besançon entre 1883 et 1944. Donc ça, c'est disponible en ligne et ça fait bien sûr un grand volume de pages puisque c'est un journal quotidien. Et puis un tiers de manuscrits, principalement des manuscrits parce que là encore, c'est des documents uniques. Et puis assez peu finalement de livres imprimés. Parce beaucoup que de ça, manuscrits, moins de livres imprimés. Oui, parce que ça, c'est plutôt la Bibliothèque nationale qui va le faire ou Google avec Google Livres. Oui. Et puis après, il y a toutes les images. Oui. Donc, les dessins, les gravures, les photos. Ça demande un gros travail, ça, Bérénice, oui. Parce que c'est aussi un travail de métadonnées. En fait, on ne peut pas simplement mettre l'image en ligne, sinon elle n'est pas retrouvée. Donc, il faut faire un travail de description. Voilà. Oui. Et Mémoire vive, c'est un service qui est partagé donc avec les archives et aussi les musées. Et on passe C'est un site, c'est quoi Mémoire C'est un site internet. C'est un site internet, oui. Voilà, mais tout n'est pas disponible en ligne parce que c'est énorme. On a numérisé même pas 1% de ce qu'on conserve parce qu'on conserve beaucoup d'imprimés. Oui, c'est ça. Voilà, et comme les imprimés, c'est des supports multiples, c'est-à-dire on a plusieurs exemplaires dans différentes bibliothèques. Oui. Voilà, donc là, on ne va pas aller beaucoup sur ce terrain-là. Et alors, Pierre-Emmanuel parlait de correspondance. Dans le manuscrit, la correspondance, justement. Dans le manuscrit, ce qui est intéressant, c'est que si on a... Jean Gigou a reçu des lettres, les lettres que Jean Gigou a écrites sont peut-être dans d'autres institutions. Et donc, le fait que chaque institution mette en ligne ces morceaux de correspondance, ça permet de recroiser toute cette correspondance. Parce que d'avoir une correspondance entière des deux protagonistes, c'est très rare. Est-ce que justement il y a des relations avec d'autres bibliothèques de conservation en France, Pierre-Emmanuel Guéret? Oui. Alors on a des contacts avec les collègues, par exemple les collègues de Dijon, tout simplement nos voisins, les collègues de Dole dans la région, qui sont les principales bibliothèques qui ont des fonds anciens. Oui. Mais également avec les autres bibliothèques en France qui ont des fonds anciens. On a même une association qui s'appelle Bibliopathe, c'est-à-dire les bibliothécaires qui s'occupent de patrimoine, parce que on a besoin d'échanger entre nous quand on se pose des questions un peu techniques. C'est un domaine qu'on découvre aussi en travaillant sur tel ou tel document, donc on n'a pas toutes les réponses. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'échanger entre nous parce que c'est un aspect très particulier du métier de bibliothécaire. Les bibliothécaires qui s'occupent de documents anciens, c'est bien sûr très différent des livres récents qui sont dans les médiathèques. Donc on a toujours plein de questions auxquelles on n'a pas les réponses. Et c'est un peu ça qui fait le charme aussi du patrimoine. On se retrouvera la semaine prochaine où là on va faire une découverte avec vous puisque ce sera la correspondance de Gustave Courbet. Merci beaucoup à vous deux et puis bonne journée à vous. Merci, au revoir.